Alors, bonsoir, bonjour et bienvenue. Nous avons Élise qui est avec nous. Élise est opérateur. Si tu veux juste ouvrir ton micro qu'on te voit. Bonsoir et bonjour tout le monde. Alors, si vous avez des problèmes techniques, c'est avec Élise que vous pourrez gérer ça parce que moi, vu que je vais donner la conférence, je ne pourrai pas vous aider beaucoup. Mon nom est Nathalie Bégin. Je serai votre conférencière pour ce sujet vraiment génial de conférence qui est rejet, abandon et solitude. Si vous êtes ici, c'est sûrement que c'est quelque chose qui vous interpelle, hein, je suis convaincue de ça. Juste pour me présenter un peu, ça fait 5 ans que je travaille à l'École Écoute ton corps, 2 ans pour l'Institut SAE, qui est une cofondation avec Lise Bourbeau et Jean-Louis-Raphaël Mersch qui s'adresse aux professionnels. J'ai un conjoint, 3 enfants, j'ai 8 petits-enfants, donc j'ai du beau monde autour de moi. J'ai travaillé plus de 32 ans en service éducatif à la petite enfance. J'habite en Gaspésie, du Québec, donc je vois qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à écrire là, dans le chat d'où vous venez. Continuez. C'est vraiment tout le temps le fun de voir qu'il y a des gens d'un peu partout comme ça. L'École Écoute ton corps a été fondée en 1982 par Madame Lise Bourbeau. Elle a écrit son premier livre en 1987, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur la Terre. Levez donc la main manuellement s'il y en a qui l'ont déjà lu. Ah oui, il y a quelques personnes, oui. Et je suis sûre qu'il y en a qui doivent même l'avoir lu 2 fois, 3 fois. Elle a fondé aussi l'atelier de base qui est l'atelier Être bien. On va vous mettre le lien dans le conversé d'ailleurs. Là, Élise va nous faire ça. L'atelier Être bien, c'est l'atelier de base de l'école Écoute ton corps. Il est donné plusieurs fois dans l'année. Il est donné en présentiel ou en ligne. Je le donne en ligne le 18-19 février. Si ça vous tente d'être là, vous êtes les bienvenus. Et je vais être à Paris le 4-5 mars aussi pour le donner en présentiel, mais vous allez voir, si vous cliquez sur le lien, là, vous allez le voir un peu partout à travers la planète. Au niveau des consignes, vous allez voir de temps en temps aussi, je vais vous tutoyer. Moi, je passe du vous au-dessus, là, je me promène là-dedans. On essaie d'enlever cette barrière-là de vouvoiement. Les micros sont fermés, puis vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de les ouvrir parce que l'enregistrement de cette conférence-là va être déposé sur la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. C'est pour ça qu'il va y avoir une période de questions à la fin. Mais en attendant, écrivez les questions soit dans le chat à tout le monde ou vous l'écrivez directement à Élise parce que c'est Élise à la fin qui va prendre vos questions et qui va me les poser pour vous. Ne m'écrivez pas à moi parce que je ne pourrai pas vous répondre. Donc, votre question va tomber dans le vide. C'est important, là, vous écrivez à tout le monde ou bien à Élise. Voilà. Elle va pouvoir s'occuper de me transmettre les questions à la fin. Vous savez, c'est un sujet tellement intéressant. On en traite assez souvent à l'école Écoute ton corps. Toute personne sur Terre a un peu peur du rejet, de l'abandon ou de la solitude, mais à différents degrés. Parfois, c'est des petites peurs, mais parfois des peurs qui sont un petit peu plus chroniques, hein, plus prenantes et qui sont là depuis longtemps, qui viennent impacter notre vie. Alors, la conférence d'aujourd'hui, elle va vous aider à vous situer. Vous allez pouvoir vérifier si c'est à cause de ces peurs qu'il vous arrive certaines choses dans votre vie et si oui, saisir l'occasion pour commencer à y faire face. Parfois, il nous arrive des choses hein, dans la vie, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas trop d'où ça vient et ça continue d'arriver. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres. Alors, les objectifs de cette conférence, on va regarder. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse, là, je parle vite, je manque d'air, ça va se placer. Je dois avoir la peur du rejet là, présentement, la peur d'être rejetée par vous dans ma prestation puis dans la conférence que je vais donner. Bon, me recentrer un peu, là, ça va m'aider. Alors, on va faire ensemble la différence entre le rejet, l'abandon, la solitude, d'où elles viennent, ces peurs. On va regarder le comportement de celui qui se sent rejeté
le comportement de celui qui se sent abandonné. On va parler un peu malaise, maladie et on va regarder comment est-ce qu'on peut vivre une autre réalité. Et à la fin de tout ça, il y a la période de questions. C'est un programme qui vous intéresse, tout le monde? Vous pouvez me faire un petit signe de tête, envoyer des réactions, là, des cœurs, des pouces que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez réagir certainement d'une autre façon. Alors, commençons avec la différence. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois mots? C'est quoi la différence? Premièrement, le rejet, la définition, c'est l'action d'écarter en refusant ou en repoussant. L'abandon, c'est l'action de quitter, de laisser quelqu'un envers qui on est lié. Donc, c'est lâcher, laisser tomber. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Puis souvent, on se mélange parce que majoritairement, nous avons les deux peurs. La solitude, la définition, c'est une situation d'une personne qui est seule. Le gros problème des humains, c'est qu'on a appris à regarder la vie pas avec les yeux de la réalité, mais avec les yeux de nos croyances, de notre intellect, de notre ego, notre jugement, notre raisonnement. On oublie de voir les choses telles qu'elles sont. On prend la vie trop au sérieux. On dramatise et on ne voit pas les faits tels qu'ils sont. On voit souvent les situations à travers nos filtres, à travers nos perceptions. Êtes-vous d'accord avec ça? On est biaisé. Alors qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont réellement rejetées, abandonnées et ou qui vivent de la solitude. La majeure partie des gens se sentent rejetés, se sentent abandonnés ou se sentent seuls, ce qui est très différent. Et c'est là le gros du problème. La différence, c'est est-ce que je suis vraiment abandonnée ou rejetée ou si cet état vient de moi? Est-ce que ça vient de mon intellect, de mon ego, de quelque chose en moi qui est de l'ordre du raisonnement, donc d'une décision mentale qui ensuite me fait vivre beaucoup d'émotions. Donc, on voit que la majorité du temps, ça ne vient pas de notre cœur. Alors, on doit apprendre à sentir avec le cœur au lieu de notre intellect. Et ensuite, l'intellect va interpréter différemment. Une personne qui se sent abandonnée ou qui se sent rejetée, ça commence avec l'une ou l'autre de ses peurs. Et ça commence très jeune, de sentir de la peur, sentir de la peine. Et si une personne y croit assez longtemps, qu'elle est rejetée ou abandonnée, bien, elle finit par vivre les trois, le rejet, l'abandon et la solitude. Plusieurs vont se voir ici dans les trois. Rejeté, abandonné ou que vous vous sentez seul souvent. Il y a des gens, vous savez, qui sont entourés de 50 personnes qui se sentent seuls quand même. Pourtant, la solitude, c'est quand on est seul. Donc, se sentir seul, c'est différent. Pourtant, toutes ces peurs ne sont pas réelles. Alors, pourquoi? Parce que plus on a peur, plus on se sent seul, rejeté ou abandonné, et plus on se sent ainsi. Et plus on se sent ainsi, plus on a peur de l'être. Parce que ça fait peur de se sentir comme ça. Lorsqu'on est centré dans notre puissance intérieure, on se sent entouré. Je vous donne un exemple. C'est un peu comme si on était un poisson dans la mer, mais on se croirait seul, comme si on croirait qu'il n'y avait pas d'autres poissons dans la mer, qu'on était tout seul. Actuellement, l'être humain vit des peurs, se sent comme s'il était seul au monde, mais ce n'est pas vrai. C'est contraire à la réalité parce que nous sommes tous reliés. La personne qui a commencé à croire qu'elle est seule au monde, elle se convainc qu'elle n'est pas aimable, pas belle, pas intelligente, qu'elle n'en vaut pas la peine, elle n'est pas correcte, personne ne l'aime. Tout ça, là, c'est quand ça part de l'intellect, de l'ego. On se fabrique toutes sortes de croyances et plus on croit à ça, plus on a peur. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Plus tu vas avoir peur, plus tu vas vivre de la solitude, plus tu vas avoir peur d'être rejeté.
Et là, la personne, elle commence à se rejeter elle-même de plus en plus. Et quoi qu'on lui dise, elle va se sentir rejetée pareil. Alors, d'où ça vient, ces peurs-là? Comment ça commence? D'où ça vient, cette croyance-là qu'on porte, hein, de ne pas être aimable ou quoi que ce soit? Pour les personnes qui vivent du rejet d'une façon beaucoup plus difficile, c'est probablement parce que c'est arrivé très jeune dans leur vie. Les choses qui déterminent les comportements dans notre vie d'adulte, en général, ça arrive avant 7 ans. Il y a toujours des exceptions. Il y a tellement de choses qui nous sont arrivées quand on était jeune et on ne s'en souvient pas. Et il y a une grosse décision qui s'est prise à ce moment-là. On dit que le rejet le plus difficile, c'est le rejet du bébé qui est abandonné par sa mère. Hein? Le bébé qui est soit donné, adopté, ou l'enfant qui vit beaucoup de rejet, mais aussi de l'abandon. Donc, il va vivre les deux par le fait même. C'est la grande majorité des enfants, surtout ceux qui n'ont pas eu leur mère. Bébé, il se dit, si ma propre mère ne veut pas de moi, qui pourrait m'aimer? Elle me donne, donc elle ne m'aime pas assez. Qui d'autre pourrait m'aimer? Alors, la croyance qui se forme, c'est qu'il ne se croit pas aimable et se rejette. Dans le fond, c'est logique quand on y pense. Puis là, j'entends déjà dans votre tête, il y en a qui doivent se dire, ben voyons donc, Nathalie, un bébé naissant ne peut pas penser des choses comme ça. Vous oubliez que le petit bébé, c'est une âme qui a déjà beaucoup de vécu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On pense, hein, parce qu'il est tout petit, qu'il ne parle pas encore, qu'il ne peut pas manifester ses désirs, puis que du point de vue mental, il ne peut pas penser autant que nous. Pourtant, il y a des recherches qui ont été faites que sur beaucoup d'enfants vont prendre des décisions avant de naître. Ils sont affectés, influencés par des choses que les parents vont dire ou vont faire avant la naissance. Il y a des mamans enceintes qui ont fait écouter de la musique classique à leur enfant et quand l'enfant avait de la difficulté à dormir, une fois que le bébé était rendu au monde, elle mettait la même musique classique, ça détendait le bébé. Donc, voyez-vous, il y a une influence qui a eu lieu là. Le petit bébé, même s'il est adopté par une bonne famille, il peut avoir peur d'être rejeté et de se faire rejeter pendant toute sa vie. Je vous donne d'autres exemples de rejets qui ont pu arriver. Un bébé qui est non désiré. Hein, ça arrive parfois. Imaginez, là, le petit bébé qui est dans le ventre de sa maman, puis entend dire la maman qui dit « Oh non, je suis enceinte ». Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce petit corps-là? Hein, je suis trop. Elle ne veut pas de moi. Donc, ce bébé-là peut décider de se sentir rejeté. Un enfant qui n'est pas du sexe désiré. Hein, on ne pense pas à ça. On dit des choses, puis on n'est pas conscient que le bébé nous entende et peut être influencé. Mais c'est sa responsabilité sur comment il va réagir à ce qu'il entend. Exemple, un bébé fille. Et là, la maman dit, «Ah, j'espère au moins que c'est un garçon. Ou quand le bébé arrive au monde, oh non, pas une autre fille. Fait que là, le bébé se dit, ça y est, elle ne m'aime pas. Et ça peut changer les comportements de cet enfant-là pour le restant de ses jours. Il peut décider, moi, je vais être un garçon pour que maman m'aime. Et là, il y a un rejet de son sexe, un rejet de sa féminité. Un enfant qui est élevé par quelqu'un d'autre peut vivre rejet et abandon. Hein, des enfants qui sont élevés par des grands-mères ou des tantes, pour différentes raisons. Hein. Des fois, la famille était trop grosse, la mère n'avait pas le temps de s'en occuper, il y avait eu des maladies, des accidents. L'enfant se sent abandonné par sa mère. Un enfant qui est laissé à l'hôpital, même chose. Hein. Un enfant peut vivre un traumatisme très fort, que sa mère l'a mis entre les mains d'un médecin. Il peut avoir commencé à croire que sa mère l'a abandonné. Il est tellement sûr qu'il va passer le reste de ses jours à l'hôpital que sa mère n'en voulait plus. Il a tellement peur qu'il se dit dans le fond qu'il n'en vaut pas la peine. Et là, même des fois, des enfants plus vieux, 4-5 ans, là, qui s'en vont à l'hôpital, qui pourraient vivre exactement le même traumatisme. Et là, les enfants n'en parlent pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mots pour dire qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Peut-être aussi que les parents n'ont pas nécessairement écouté ce que l'enfant vivait.
mais ça peut arriver. Ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'hôpital qui vivent ça. Alors, pour vivre un abandon, l'enfant, là, il a ressenti ça très fort, la peur à l'intérieur de lui. On a d'autres exemples, hein, des enfants que les parents partent en vacances, peuvent se sentir abandonnés. On peut avoir 3 enfants d'une même famille qu'on va faire garder. Il y en a 2, ils sont très contents. Et l'autre, il a peur de ne plus jamais revoir ses parents. Alors, pourquoi ça arrive ainsi? Ça fait partie des plans de vie de chacun. On ne peut pas dire que c'est la faute du père ou de la mère. C'est l'enfant qui a choisi, pas consciemment, de croire qu'il se faisait rejeter ou de croire qu'il se faisait abandonner. Un enfant avec des parents qui se séparent, hein, quand il est encore dépendant d'eux, exemple en bas de 16 ans à peu près. Bien souvent, ce sont des enfants qui se sentent abandonnés. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de pas correct, qu'ils n'ont pas été assez fins. C'est la raison pour laquelle un des 2 parents a quitté. Bien souvent, l'enfant ne parle pas de ses peurs. C'est pour ça aussi que c'est difficile de l'aider à ce moment-là. Il peut avoir 10, 12 ans, ses parents se séparent, puis là, il peut commencer à croire ça. D'autres fois, c'est des parents qui ne se laissent pas, mais qui menacent de le faire. Alors là, l'enfant a toujours peur que les parents se laissent. Il vit beaucoup d'insécurité, d'anxiété. Il se demande qu'est-ce qui va lui arriver. Et là, il voit que ça ne va pas bien, il y a du tiraillage, de la dispute. Assez de peur pour créer la peur d'être abandonné. La peur peut arriver d'un fait réel ou de quelque chose d'imaginé. En autant que la peur est installée, c'est là que le danger est, que cette peur continue d'augmenter, puis avec les années, en devenant adulte, qu'on ait de plus en plus peur d'être rejeté ou abandonné. Il y a aussi le cas de figure quand un parent meurt alors que l'enfant est en bas de 16 ans. C'est très rare, les enfants qui ont perdu un parent, même s'y attendaient parce que le parent était malade, c'est assez rare ceux qui ne vivent pas cette impression que le parent est parti, qu'il l'a laissé tomber. C'est ça l'abandon. On a l'impression, une perception, un filtre, que l'autre nous laisse tomber, qu'il a choisi quelque chose de plus intéressant que nous. Donc là, vous voyez, ça part dans l'enfance avec une multitude de situations. Ça peut être n'importe quoi qui va être l'élément déclencheur de cette peur-là d'être abandonné ou la peur d'être rejeté. Il y a toutes sortes de comportements qui vont apparaître par la suite quand on devient adulte au fil des années. Alors, on va commencer avec le comportement de celui qui se sent rejeté. Ça va être intéressant au fur et à mesure que je vais mentionner les types de comportements. Prenez-les en note. Hein? Comme ça va être plus facile d'y faire face par après. Comme je le mentionnais tout à l'heure, l'atelier Être bien, il va aider à mettre en lumière certains comportements justement que l'on a et qu'on n'aime pas de soi. Le jour 1 de l'atelier Être bien, c'est un décodage pour regarder quelque chose qu'on n'aime pas chez soi, qu'on veut changer, qu'on veut transformer. Tout cet atelier-là nous aide aussi à mettre en lumière des peurs que l'on a à l'intérieur de soi. Élise, elle pourra vous remettre le lien là, pour l'atelier Être bien si jamais vous l'avez manqué puis que vous venez juste d'arriver. Alors, comment est-ce que ça s'exprime devenu adulte? Hein, vous savez, quand on est jeune et dans notre vie adulte, là, on se met à exprimer de plus en plus la peur du rejet. La peur, elle nous fait arriver des comportements qui ne sont pas agréables pour personne. Moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui peut me dire qu'elle est heureuse avec la peur d'être rejetée. Alors, on va commencer avec celle-là, puis ensuite, on fera ceux et celles qui ont le plus la peur de l'abandon. Mais je vous le dis, on a un peu des deux. Alors, le comportement. Premièrement, la personne qui a la peur du rejet, elle se rejette elle-même. Première des choses. Elle se critique toujours. Elle se trouve toutes sortes de défauts. Elle considère qu'elle ne vaut rien. Il n'y a pas une personne que si elle s'aime et qu'elle s'accepte telle qu'elle est, elle va avoir peur d'être rejetée des autres. Parce que ça commence toujours avec soi en premier. C'est une personne qui a la personne qui a ce genre de comportement-là,
Quoi que tu lui dises de positif, les qualités, des compliments, elle ne comprend pas ce que tu lui trouves. Elle ne te croit pas. Au contraire, elle va se dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Il est en train d'essayer de m'avoir, la personne me fait des accroires, elle veut me faire me sentir bien, elle veut juste me sécuriser. Elle ne peut pas croire. Dans sa manière de se rejeter, elle n'est jamais assez correcte. On a un cours qui s'appelle Vivre harmonieusement l'intimité, la sexualité. Puis c'est pas rare d'entendre des gens qui disent qu'ils ne croient pas leur partenaire, qu'ils les trouvent beaux, belles, qui aiment leur corps. Parce que là, eux, ce qu'ils nous disent, oh non, moi je suis trop grosse, l'autre, elle n'a pas assez de belles jambes. Ça vous parle-tu, ça? On se rejette de toutes sortes de manières tout le temps. Alors, étant tout le temps en train de se dire, hey, l'autre, là, il est en train de me dire qu'il trouve que j'ai un beau corps. C'est juste parce qu'il veut faire l'amour à soir, là, c'est sûr. C'est pas parce qu'il me trouve belle, ça se peut pas. Hein? Elle va douter là, perpétuellement des compliments et des qualités. Puis le partenaire a beau te dire qu'il te désire, qu'il te trouve beau, belle, mais la personne est convaincue que l'autre est en train d'y faire accroire quelque chose. Parce qu'elle, elle a déjà décidé de ne pas être aimable, qu'elle ne peut pas être aimée. Puis elle a décidé ça toute petite, la personne. Alors, qu'on lui dise n'importe quoi, elle ne le croira pas. Mais ça cause des problèmes dans les relations puis dans la vie sexuelle aussi. Ça devient tellement ancré en soi quand on se rejette comme ça devient comme vivre égale me rejeter ou être rejeté. Vous savez, il y a d'autres personnes, vivre, c'est avoir des émotions, d'autres vivre, c'est faire de l'argent. La personne là, qui se sent rejetée, c'est vivre égale vivre dans le rejet. Soit elle se rejette ou elle rejette les autres. Et c'est le rejet sans cesse parce que c'est devenu une partie de sa vie. Ces gens-là, quand ça va bien, à la maison, au travail, avec les enfants, le partenaire, comme ils n'y croient pas, alors ça ne dure pas très longtemps. Ils s'arrangent pour se faire arriver une dispute, un problème à quelque part, pour avoir un bon argument et encore une fois, se sentir rejeté. C'est encore le cercle vicieux qui continue. C'est ça que ça veut dire, vivre égale à être rejeté. Ou la personne va choisir quelqu'un qui est difficile à aimer. Elle va se dire, j'ai raison de croire que je ne suis pas aimable. Regarde qu'est-ce qui me fait vivre, cet énergumène-là. Donc, les humains, on est tellement masochistes, on va se créer des vies qu'on n'aime pas juste pour avoir raison. C'est vrai, puis on le fait tous, là. Des vies pour se faire rejeter encore un peu plus. Si tu as décidé quand tu étais jeune que tu n'étais pas aimable, que tu étais vraiment, que tu valais rien de bon, juste bonne à rejeter, sans valeur, que personne prend le temps de t'écouter, tu vas t'arranger pour te faire arriver toutes sortes de situations comme ça. Bien souvent, on va passer d'un conjoint à un autre, d'un travail à l'autre, d'une histoire à l'autre. Une personne qui se rejette, elle rejette son travail, elle rejette ses amis. Ça commence jeune, avec les petites amies à l'adolescence, après ça avec le conjoint, la conjointe, le patron, les collègues. C'est toujours, on dirait, une vie de rejet. Et quand la peur devient trop forte d'être rejetée, bien, elle rejette l'autre. Tant bien même que tu as peur du rejet, ce que tu veux, c'est le bonheur. Tu veux de l'amour, comme tout le monde d'ailleurs, mais tu adoptes des comportements contraires à ce que tu veux voir arriver. Tu fais ce que l'autre n'aime pas, donc tu te fais rejeter. Puis là, tu te dis intérieurement, ah, si seulement j'étais mieux, ça irait mieux. Pourquoi j'ai dit des bêtises comme ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? La personne s'en veut, elle se sent coupable, elle pense que c'est de sa faute et elle se rejette davantage. Tu ne veux plus le faire, mais tu recommences encore. Tu adoptes des comportements contraires à ce que tu veux véritablement. Et tu te promets en plus de ne pas recommencer. Mais c'est plus fort que toi. Ta peur, ta croyance est tellement forte, elle est plus forte que ta volonté. Et là, on fait toutes sortes de choses pour ne pas être aimé parce que depuis tout petit, on a décidé qu'on n'était pas aimable. Puis d'un autre côté, notre âme, elle veut tellement vivre dans l'amour
parce que c'est la seule chose pour laquelle on est sur la terre, vivre dans l'amour. Alors, d'un autre côté, comme on veut vivre dans l'amour à tout prix, on se met aussi à faire toutes sortes de pirouettes pour être aimé. Donc, voyez-vous, on passe d'un côté à l'autre. Et là, quand tu commences à faire des pirouettes pour être aimé, ben là, t'en fais trop. Souvent, tu tombes sur les nerfs de l'autre personne parce que tu fais les mauvaises choses au mauvais moment. Tu finis par le même résultat parce que l'autre, il va dire « Vas-tu me laisser tranquille? C'est trop, c'est pas le temps. » Alors, encore une fois, la personne vit l'expérience d'être rejetée, puis elle se dit « Je fais mon possible, puis encore, il n'est pas de bonne humeur, jamais heureux. Hein? Je ne suis jamais assez bonne. » Alors, on passe d'un extrême à l'autre. La personne qui a peur d'être rejetée, évidemment, elle a aussi peur de vivre seule. Pourtant, elle va tout le temps se faire arriver pour que tout le monde va la laisser de côté. Donc, quand elle a envie de la solitude, elle se croit rejetée. La solitude, c'est très pénible, hein? Surtout imaginez les fins de semaine, tu es tout seul. Mais la personne qui vit le rejet, là, elle l'accepte parce qu'elle se croit pas aimable. Les gens qui ont peur d'être rejetés font tellement de gaffes pour essayer d'être aimés que finalement, tout le monde les met de côté, puis plus souvent, ils vont vivre de la solitude. Puis là, ils vont dire « Ah, mais je ne suis pas surprise que tout le monde me laisse de côté. C'est ma faute. Je ne suis pas assez aimable. Je suis comme ci, je suis comme ça. C'est moi qui n'ai pas correct. » Voyez-vous, elle se blâme toujours de tout ce qui va arriver. Et cette personne, elle ne veut pas être seule, mais finalement, elle fait tout aussi pour l'être. Autant elle veut de l'amour, autant elle va adopter des comportements d'indépendance. Elle va souvent faire l'indépendante. Elle va dire avec la personne avec qui elle est ou avec ses enfants ou n'importe qui, en fait, « Ah, ça ne fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. » Ou « Moi, je vais m'en aller. » Donc, dans le fond, ce n'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle voudrait tellement que ça aille bien. Elle voudrait vivre dans l'amour et l'harmonie. Mais c'est cette grande peur du rejet qui fait perdre le contrôle. Quand on sait la force de créer qu'une peur peut avoir, vous savez, la peur, là, elle vient de nos entrailles. C'est une grande force, un grand pouvoir de créer. Mais le problème, c'est qu'on ne crée pas ce qu'on veut avec la peur. La peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est croire profondément que la chose qu'on aime va nous arriver. La peur, c'est croire profondément que la chose qu'on n'aime pas va nous arriver. C'est la même énergie, mais à l'envers, l'énergie qui est mal utilisée. Plus vous avez peur, plus vous développez cette peur, plus vous vous faites arriver toutes sortes de choses, et là, vous vous dites, j'ai raison d'avoir peur. Regarde tout ce qui m'arrive. Il n'y a plus personne qui m'aime, il n'y a plus personne qui s'occupe de moi. Alors là, la peur, elle augmente. Et tu te fais arriver de plus en plus de rejets. C'est pour ça que ça prend souvent quelques années pour se rendre compte du degré de notre peur. Ça se manifeste plus tard parce que la peur devient de plus en plus grande. Il y a d'autres choses qui arrivent aussi. Plus une personne a peur d'être rejetée, moins elle est capable de prendre les critiques ou un conseil. Surtout si ce que la personne dit, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle voudrait entendre. La personne qui se fait critiquer ou conseiller, tout de suite, elle est sur la défensive. Là, elle devient trop prudente parce qu'elle a peur de se faire critiquer. Et là, elle le vit comme du rejet, plutôt que de voir le critiqueur. Coudon, il y a une bonne idée, mais elle ne peut pas voir ça, elle. Et plus tu te convaincs que tu n'es pas aimable, plus tu te critiques toi-même, plus tu te rejettes toi-même et plus tu te sens seul. Tu souffres de solitude et tu te sens seul même quand tu n'es pas seul. Alors, elle se sent accusée puis attaquée très facilement. Dans ses croyances, elle croit qu'il n'y a personne qui peut l'aimer. Ce n'est pas nécessairement des croyances conscientes. C'est pour ça que je mentionne tous ces comportements-là. Mais c'est pour ça que la personne, elle est si susceptible qu'elle se sent attaquée si facilement. Encore une fois, c'est le même cercle vicieux qui empire avec les années. Tu en viens même à avoir peur du risque, peur de te tromper. Et plus tu as peur, plus tu ne veux pas te faire rejeter.
plus tu fais plein de choses qui ne vont pas avec ton plan de vie, tu ne prends plus aucun risque, tu n'oses plus rien faire. Encore là, tu vas te faire rejeter parce que tu ne fais plus rien. Alors, qu'elle aille d'un côté ou de l'autre, la personne qui vit cette peur-là d'être rejetée, elle est toujours perdante et elle passe à côté de belles occasions. La personne, elle a aussi de plus en plus peur de dire ce qu'elle a à dire, alors elle se retient. Alors, dans la peur du rejet, il y a beaucoup de contrôle aussi, là. C'est pour ça qu'éventuellement, il y a une perte de contrôle. On se retient, on n'ose plus s'affirmer, on n'ose pas faire des demandes parce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre. On a peur de se faire dire non. Alors, on avale tout ce qu'on aurait à dire et on se contrôle dans tout ce qu'on a à dire. Par contre, quand on n'en peut plus, on perd le contrôle. Et là, encore une fois, on se fait rejeter. C'est pour ça que la personne qui a peur d'être rejetée finit par être rejetée. On a vu des personnes qui se rejettent tellement qu'elles deviennent quasiment invisibles. Vous savez, nous, on donne des ateliers là, sur 2 jours à l'école Écoute ton corps. Une quinzaine d'heures, tout le monde ensemble. Bien, à la fin, les gens, ils parlent, ils partagent avec quoi ils repartent. Et là, tout à coup, je vois quelqu'un que je n'avais même pas vu du week-end. Ils deviennent presque invisibles. Vous allez le voir par vous-même. Hein, là, on a eu les parties de Noël. Peut-être que vous avez été dans un party de bureau, un party de famille. Puis là, vous vous êtes demandé, coudonc, telle personne, est-ce qu'elle était là? Elle était probablement là, mais tellement rendue invisible parce que tellement dans la peur du rejet. C'est comme si ces gens-là n'étaient pas là. Ils se rejettent tellement qu'ils voudraient disparaître parce que de toute façon, ils croient qu'ils n'ont pas leur place nulle part. Les gens les oublient, ne les voient pas. Exemple au travail, les collègues vont manger ensemble, puis ils oublient de t'offrir à venir prendre le lunch avec eux. Ceux qui se rejettent de façon plus chronique aussi, il y en a, eux, ils ont l'impression de faire aucune différence, qu'ils ne seraient pas sur la terre, puis ça ne changerait rien, parce que les autres n'ont pas besoin d'eux. Ça, c'est le comportement général de la personne qui a peur d'être rejetée. Peut-être que vous vous êtes vu dans certains de ces comportements. Dépendant du nombre de comportements que vous vous êtes reconnus, ça vous donne un aperçu du degré de peur du rejet que vous vivez. Si vous vous en rendez compte, bien, c'est déjà une grande victoire. Le fait que c'est de plus en plus clair, de plus en plus évident, vous allez pouvoir commencer à y faire face à la peur. C'est quand on ne veut pas voir notre peur qu'elle va continuer de nous envahir. Un peu comme quelqu'un qui s'en va vers un précipice, qui ne veut pas le voir et qui décide d'y aller à reculons. À un moment donné, il va tomber dans le précipice. Alors, faire face à sa peur d'être rejeté, déjà, c'est la reconnaître dans sa vie au quotidien, puis ensuite l'accepter. Alors, c'est comme ça pour le moment, j'ai peur d'être rejeté. Ne pas s'en vouloir, mais commencer à l'avouer, à se l'avouer, puis à l'avouer aux autres. On le dit aux autres, c'est encore comme ça, j'ai quelque chose que j'ai dû décider quand j'étais jeune, mais je vois que je me rejette. On n'est même pas obligé de savoir quand c'est arrivé. Je me suis rendu compte que lorsqu'on commence à accepter les choses telles qu'elles sont, là, on a des éclairs, des illuminations, puis là, oups, il y a des liens qui commencent à se faire. Mais on n'a pas besoin de forcer pour trouver d'où ça vient. La première chose à faire, c'est de reconnaître, d'admettre, oui, j'ai des comportements d'une personne qui a peur d'être rejetée. Levez donc la main ceux qui se voient ainsi parfois dans toutes les sortes de comportements. Est-ce qu'il y en a? Vous pouvez lever la main manuellement? OK, je ne suis pas toute seule. Merci. On va regarder maintenant le comportement. Oh, wow, OK, les mains, ça se lève, ça n'arrête plus. Mon Dieu, je pense que tout le groupe est comme ça. Merci. On l'a tous à différents degrés. Merci beaucoup d'avoir levé la main. On va regarder maintenant le comportement de celui qui se sent abandonné. La personne qui a peur d'être abandonnée, même s'il y a des similitudes avec la peur d'être rejetée, ce n'est pas tout à fait pareil. La personne qui a peur d'être abandonnée, elle a besoin, elle, d'une présence très forte. Ce sont des personnes qui vont endurer n'importe quoi,
tout est mieux que d'être seul parce que se faire abandonner, pour eux, c'est la pire chose qui peut leur arriver. Alors, ils endurent davantage n'importe quoi plutôt que d'être seul. Cette personne, elle va tolérer des situations plus longtemps que la personne qui a peur d'être rejetée. La personne qui a peur d'être rejetée, elle finit par rejeter les autres puis elle se retrouve toute seule. Puis elle va trouver ça normal d'être toute seule parce qu'elle est rejetable, pas aimable, pas correcte. Tandis que la personne qui a peur de l'abandon, c'est pas tout à fait ça. Ça va être plus une personne qui s'accroche à l'autre. Elle est plus jalouse, possessive. Elle veut être avec son partenaire, ses enfants. Elle est plus possessive des gens qu'elle aime. En couple, le partenaire qui a peur d'être abandonné ne voudra pas laisser l'autre sortir seul avec des copains ou des copines. Il va dire, ben, un instant, qu'est-ce que je vais faire moi pendant ce temps-là? Je vais être tout seul. Est-ce que je peux plutôt aller avec vous autres? Donc, il se croit abandonné si l'autre est avec d'autres personnes. Il ne tolère pas la solitude parce que pour lui, la solitude, c'est de l'abandon direct. Une femme qui aurait peur d'être abandonnée et tout le temps qu'elle est mariée, elle a peur que son mari la quitte pour quelqu'un d'autre. Ça peut faire 10 ans, 15 ans qu'elle a cette peur-là. Ça finit par arriver. Et ça paraît tout de suite dans des petites choses. Hein? Quelqu'un là, qui est dans cette peur-là, il va dire, ben, où est-ce que tu es allé? Tu es 2 heures en retard? Ou moi, ça m'était déjà arrivé. J'étais avec un conjoint, puis à un moment donné, on était sortis, puis je l'ai vu sourire à une autre fille. Oh, la jalousie à côté dans le tapis. Tu as souri à une autre fille. Et pour moi, là, puis je ne le savais pas à ce moment-là que c'était la peur de l'abandon. Là, je venais de me faire abandonner. Ça y était. Alors, c'est quelqu'un qui, quelqu'un qui va avoir beaucoup de doutes. Hein? Ce n'est pas une relation qui va être basée sur la confiance, parce que sinon, hein, on ne manifesterait pas. Oh, tu as souri à quelqu'un d'autre que moi? Alors, ce sont des personnes qui sont très dépendantes et elles se sentent seules très facilement. Là, je vais vous donner un exemple, peut-être vous allez vous reconnaître. Hein? Imaginez, là, 2 personnes en couple qui regardent la télévision le soir. Et là, il y en a un qui insiste pour que l'autre attende avant d'aller se coucher. Mais là, il reste juste 30 minutes, chérie. Attends, là, attends-moi. Ou bien, il y en a un qui se lève pour aller se coucher et l'autre ferme la télévision, puis lâche son programme, puis il va se coucher. Pas capable d'aller se coucher tout seul. Ça peut être des petits signes comme ça, mais qui sont bien présents. La personne qui a peur d'être abandonnée aussi, elle a beaucoup d'attentes envers l'autre personne. La personne qui se fait rejeter, elle se dit que c'est de sa faute. Tandis que la personne qui ne veut pas se faire abandonner, elle va plutôt dire que c'est la faute de l'autre. Comme ça, comment ça qu'il me laisse? Il me semble que j'ai tout fait ce que je peux pour le rendre heureux. Pour elle, c'est inacceptable. Alors, lorsqu'elle vit la solitude, c'est la faute de l'autre. Alors, c'est difficile pour elle de fonctionner seule. Quand elle est seule, elle va tourner en rond, elle va essayer de s'étourdir. Imaginez là, si la personne ayant cette peur, elle est seule à la maison, elle tourne en rond, même s'il y avait des tâches à faire ou des petits travaux, là, au lieu de ça, là, pour ne pas se sentir seule, elle va s'étourdir. Elle regarde la télé, elle joue aux cartes sur Internet, elle va regarder des vidéos de cuisine. Tandis qu'avec quelqu'un d'autre, à ses côtés, elle devient très travaillante. Elle entreprend tout ce qu'elle a à faire. Alors, elle est très dépendante de l'autre et c'est comme si elle n'avait jamais assez de la présence de l'autre. Un autre exemple, vous savez, maintenant, on utilise les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, puis on le sait quand l'autre a vu le message. Hein? On le sait quand il est connecté ou qu'il n'est pas connecté. Alors là, imaginez, elle envoie un message par WhatsApp, par Messenger, elle sait que l'autre, elle a vu le message et l'autre n'a pas donné signe de vie. Là, c'est la panique à bord. Alors là, elle voit, puis là, elle va le relancer, mais là, est-ce que ça va? Tu ne me réécris pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je t'ai écrit, tu ne m'as même pas mis un petit émoticône pour me dire que tu avais lu. Ça, c'est un autre signe là, qu'on a besoin de la présence de l'autre dans ce temps-là. Il y a des parents aussi qui ont cette peur-là, la peur de l'abandon. L'enfant, quand l'enfant vient pour quitter la maison, il va vivre ça très difficile, il va se sentir abandonné. Il y en a qui vont tout faire pour retenir les enfants à la maison, même jusqu'à 20 ans, 25 ans et même plus. Ils vont leur rendre la vie très facile.
L'enfant n'a rien à payer, hein, pas de loyer à payer, le ménage se fait, le lavage se fait, c'est quasiment un hôtel. Finalement, l'enfant serait bien fou d'aller vivre ailleurs. Il y a tout sur place. Alors, voyez-vous, c'est des parents qui ont peur de lâcher prise, de laisser aller et d'être abandonnés par leur enfant. Et quand les enfants partent et qui ont le malheur d'être quelques semaines sans appeler ou qui n'appellent pas assez souvent, là, c'est épouvantable. Souvenez-vous, hein, c'est la faute de l'autre là, quand on vit ça. C'est rien qu'un sans cœur. Comment ça qu'il ne m'appelle pas? Donc, le parent, il ne réalise pas que l'enfant commence à avoir une nouvelle vie, une vie à lui qui est peut-être plus excitante que d'appeler ses parents. C'est vraiment le parent qui se sent abandonné là, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Et puis là, il pense que l'autre est sans cœur de ne pas l'appeler. La personne qui a le plus peur d'être abandonnée que rejetée, quand elle est avec l'être aimé, celle qui a plus la peur d'être abandonnée, là, lorsqu'elle est avec l'être aimé, elle est heureuse. L'autre est là, c'est super, tout va bien. Tandis que la personne, elle, qui a plus peur d'être rejetée qu'abandonnée, même si l'autre est là, quoi qu'il fasse d'agréable, quoi qu'il dise de gentil, elle ne le croira pas. Elle a beaucoup plus de difficultés à croire qu'elle puisse être aimée. Alors, même avec l'être aimé, la personne qui a peur, elle, d'être rejetée, n'est pas véritablement heureuse, puis ça ne dure pas longtemps quand elle l'est. Alors, c'est donc pire quand c'est la peur du rejet, parce que même avec celui que tu aimes, tu te sens rejeté, puis ça, à la moindre occasion, ou à la moindre critique, ou si l'autre n'est pas de bonne humeur, ou bien non, qui est sec dans son approche. Évidemment, plus tu vas vivre la peur du rejet puis de l'abandon, plus ça va t'amener de la solitude parce que ces personnes-là se rejettent continuellement, se critiquent, se jugent et finissent par avoir de la difficulté à être bien avec qui que ce soit parce qu'ils font tout le temps des gaffes, font tout le temps quelque chose qui ne sont pas aimés des gens autour d'eux. Alors, vous avez sûrement déjà vu aussi des enfants qui ont le don de faire la mauvaise chose au mauvais moment. Ils s'arrangent tout le temps pour se faire disputer. Puis là, on se dit, mais comment ça se fait? Il est pourtant intelligent, cet enfant-là. Il sait, la dernière fois, je l'ai disputé pour la même chose. On ne comprend pas ça. Hein? C'est l'enfant qui a peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, qui fait des gaffes. Il cherche de l'attention en ne faisant pas la bonne chose. Alors, j'ai vu des messages passer rapidement en même temps que je vous parlais. Là, c'était pas facile, je ne pouvais pas vous lire, mais je pense qu'il y en a qui ont commencé à se reconnaître. Hein? Il y en a là, qui commencent à se voir autant rejetés et abandonnés. Et l'important, c'est que vous voyez et que vous en deveniez conscient et juste faire face. Donc là, je vais faire juste un petit résumé entre les deux. Alors, tout ça, ça vient de tes croyances plus jeunes, des décisions que tu as prises. Et quand on est petit, on décide que c'est ça la vie. Alors, la personne qui a eu peur du rejet, elle a cru. Je ne suis pas aimable, donc je ne vaux rien, donc on me rejette. La personne qui a eu peur d'être abandonnée, elle, ce qu'elle a cru, je ne suis pas important, donc on m'abandonne. On me quitte pour quelqu'un d'autre ou on préfère être avec quelqu'un d'autre. Donc, je vous ai dit qu'on allait parler un petit peu des malaises maladies, mais vraiment rapidement. Il y a des conférences qui sont écrites là, justement pour parler de ça. Mais je vais vous montrer un peu comment ça peut arriver, les malaises maladies, dans votre corps. Alors, imaginez, vous êtes deux personnes, un couple. Vous vous associez ensemble. Il y en a un qui est capable de dire ses limites. J'en peux plus, je suis plus capable. Des fois, qui va dire des bêtises, il va choquer. Et l'autre, il refoule tout par en dedans. Il n'est pas capable de faire face à ses limites, puis il se force même pour aller au-delà de ses limites. Il fait semblant que ça ne lui fait rien, il n'exprime pas ses émotions. Cette personne-là, qui se force pour aller au-delà de ses limites, qui bien souvent, c'est cette personne-là qui va craquer ou qui va tomber malade. Imaginez, il y en a un des deux qui choque, il sort, il va voir ses amis. Là, il a exprimé ses limites. Il a dit, là, moi, là, j'en peux plus, je m'en vais. Et l'autre, il est resté à la maison tout seul. Pendant ce temps-là, la personne, elle, qui reste à la maison, elle se sent abandonnée, rejetée, elle s'accuse, mais elle ne fait rien.
Elle ne dit pas vraiment ses peurs ou ses limites à l'autre. Il a toutes sortes d'idées qui passent par la tête. Là, la personne en veut à l'autre. Elle veut se venger et elle veut le laisser. Il est comme ci, il est comme ça. Après ça, elle commence à se dire que c'est peut-être de sa faute, hein, parce qu'elle n'est pas une assez bonne personne, puis elle se demande si elle ne devrait pas en faire plus. Donc, voyez-vous, la personne, elle passe d'une peur à l'autre, la peur de l'abandon à la peur du rejet. Puis elle va vivre toutes sortes d'émotions, mais elle ne le dit pas. Quelques heures plus tard, l'autre revient. Il va bien, hein? Lui est sorti, il a dit ses limites. Et là, la personne qui était restée a fait semblant de rien. Elle se dit, ah, qu'est-ce que ça donne de toute façon, là, de ramener ça sur le sujet? Ça va juste refaire une autre dispute. Alors, c'est ça que font les gens qui ne veulent pas s'exprimer. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas s'exprimer et ils refoulent en eux. Et c'est ça qui arrive en général dans un couple, au travail, avec les amis, avec nos enfants, etc. La personne qui refoule trop peut s'attirer toutes sortes de maladies. Ça arrive chez des personnes qui se sentent trop rejetées et qui ne l'expriment pas. Alors, aussitôt que tu le dis, ce que tu vis, c'est juste ça que ton corps a besoin. Lorsqu'on a des malaises ou des maladies, ce sont des blocages d'énergie. Quand on bloque à quelque part dans notre corps, c'est qu'on bloque à quelque part sa propre expression puis l'amour de soi. C'est tout ça qu'on vient bloquer là, à l'intérieur de soi. C'est un blocage d'énergie, mais qui va se transformer par un blocage physique. Vous savez, il y en a des gens peut-être parmi vous qui ont déjà fait le cours sur les malaises maladies. Donc, vous avez le décodage à faire pour trouver les messages que vous avez. Peut-être qu'il y en a qui ont le livre Aime-toi ou le livre Qui es-tu? On va vous mettre les liens dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Ça, je vous dis, c'est vraiment des outils que l'on a bâtis à Écoute ton corps, que Lise Bourbeau a créé à Écoute ton corps, pour vous aider justement à commencer à faire des liens avec les différentes peurs, bien, les deux peurs, entre autres, que je mentionne. Le but, là, quand on a un malaise, une maladie, c'est pas de se taper sur la tête. C'est juste de devenir conscient davantage du degré de rejet que vous vivez. Et après, alors, hein, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, ce qui m'amène maintenant à regarder comment est-ce qu'on peut vivre une autre réalité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous voyez, si vous vous êtes reconnu pendant la conférence, si vous voyez que vous vivez du rejet ou de l'abandon, pour vous aider à dépasser vos peurs? La première chose, écrivez-le en gros sur le réfrigérateur, écrivez-le sur les murs, partout, ouvrir son cœur. C'est la première chose à faire, c'est d'ouvrir ton cœur parce que tout ça, toutes ces peurs-là, ultimement, c'est l'expression de limites. Essayez de voir les situations plutôt avec les yeux du cœur pour commencer à voir une autre réalité, au lieu de juste les voir avec l'intellect puis l'ego. La deuxième chose à faire, c'est de voir et accepter les limites. Ce qui nous semble être du rejet, l'autre est en train d'exprimer ses limites ou ses peurs. Je vous reviens avec mon exemple de la maman avec son petit bébé qu'elle a fait adopter. Avec les yeux de l'intellect, hein, on se dit, ça y est, je ne suis pas aimable, je suis rejetable. C'est pour ça que ma propre mère ne m'aime pas, ne veut pas de moi, donc personne ne peut m'aimer, vouloir de moi. Quand on a l'impression d'être rejeté ou abandonné par quelqu'un, on doit accepter que l'autre, il est en train de nous exprimer ses limites. La réalité, là, c'est qu'il y a une personne qui exprime ses limites à l'autre. L'autre pense que c'est du rejet, mais ce n'est pas du rejet. La mère qui laisse son enfant à quelqu'un d'autre, elle est juste en train de dire, dans le moment, c'est aller au-delà de mes limites que de garder cet enfant-là avec moi. Je ne peux pas le garder. Avec le contexte, la vie que je mène présentement, ce ne serait pas bien pour cet enfant-là que de vouloir l'élever par moi-même. Alors, soit qu'elle s'en croit incapable, elle n'a peut-être pas d'argent, elle n'est peut-être pas dans le milieu qu'il faut, qu'importe la raison que ce soit. C'est au-delà de ses limites de garder son enfant. C'est pas parce qu'elle ne l'aime pas, cet enfant-là. C'est ça
regarder avec les yeux du cœur. Donc, on a besoin, dans un premier temps, d'ouvrir le cœur et dans un deuxième temps, de commencer à voir que l'autre nous exprime ses limites. Si vous êtes un parent, vous envoyez votre enfant dans sa chambre, vous le disputez, vous le grondez, peut-être même que vous avez crié après, vous n'êtes pas en train de lui dire « je t'aime pas » à votre enfant. Vous dites, mais sans dire « j'en peux plus, c'est ma limite, je ne suis pas capable d'en prendre plus ». Peut-être que les parents ont leurs préoccupations, puis à un moment donné, ils atteignent une limite. Et c'est là souvent que dans cette limite-là, que les parents vont perdre patience. Ils perdent le contrôle, puis ils envoient promener l'enfant. Si seulement l'enfant, à ce moment-là, pouvait voir avec les yeux du cœur et non seulement avec les yeux de la peur. Il se dirait, « Ah, mon parent est impatient. Dans le moment, mon parent est en train d'exprimer ses limites. » Hey, ça serait beau, hein? Et si on était capable de faire ça avec tout le monde? Bien, on dit que la nouvelle génération, là, je ne sais pas si vous avez vu dans le PowerPoint d'accueil tantôt, là, on a vu le nouveau livre de Lise avec les nouveaux enfants. C'est des enfants comme ça maintenant qu'on a sur la Terre, qui sont de plus en plus éveillés, qui vont être capables d'être dans leur cœur. Alors, ceux qui ont des enfants, puis vous vous êtes déjà vus perdre patience, si vous pouviez seulement leur partager ça, je vous assure qu'ils vont comprendre ça tout de suite, sans explication, juste dire, tu sais, quand je perds patience, là, que je perds le contrôle, tu as l'impression que je t'aime pas. Je veux juste te dire que dans le moment, j'ai atteint une limite. Je ne suis pas capable d'aller plus loin. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce sont mes limites à moi. À un moment donné, je vais être capable d'élargir mes limites, mais aujourd'hui, je ne suis pas encore capable. Il y a des parents qui ont déjà dit à leurs enfants, « Je t'aime pas, je t'ai jamais aimé. » Hey, c'est pas facile à prendre ça. Il y a une femme qui nous avait partagé en atelier, « Essaie pas de me faire croire que ma mère m'a aimée. Elle me l'a dit elle-même qu'elle m'avait jamais aimée. » C'est la mère qui ne pouvait pas dire « Je t'aime ». La maman qui ne savait même pas ce que c'était aimer. Peut-être que c'est une mère qui s'est elle-même jamais sentie aimée. Peut-être une mère qui a été bafouée toute sa vie. Comment est-ce qu'elle peut dire à un enfant « je t'aime » ? Elle ne sait même pas c'est quoi aimer. Elle est juste en train de dire dans le moment, c'est ma limite, je ne peux pas aller plus loin. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris dans ma vie, c'est ne pas aimer. Alors, aussitôt qu'on ouvre notre cœur, qu'on est capable d'être en contact avec ça, cette réalité-là, que l'autre est dans sa limite, que ce n'est pas contre nous, il y a quelque chose qui se passe en soi, mais aussi avec l'autre personne. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe avec l'autre. Et on dirait même que ça aide l'autre à aller au-delà de ses limites. Des parents qui se quittent, qui se laissent, c'est la même chose. Celui qui laisse, il est en train de dire « j'ai atteint mes limites. Je ne suis plus capable d'en prendre davantage. » Peut-être que 5 ans plus tard, il va se retrouver avec un autre conjoint, pareil comme celui-là qu'il a laissé, et peut-être même un peu pire, mais peut-être qu'à ce moment-là, il va être capable d'aller plus loin. C'est juste qu'au moment où il a décidé de quitter, il n'en pouvait plus. Quand on décide de quitter quelqu'un, généralement, c'est parce qu'on a atteint notre limite. On n'en peut plus. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est pas être parfait, puis toujours faire la bonne chose au bon moment, puis dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. S'aimer, c'est être capable de s'accepter dans ses limites. C'est se dire, c'est comme ça présentement. C'est comme ça pour le moment. Moi, j'ai des limites dans certaines choses. Lui a des limites dans d'autres choses. Puis tout le monde a des limites. Levez donc la main, ceux qui ont des limites. Alors, je bois ça parce qu'on en a tous. Si on n'en avait plus de limites du tout, là, si on était capable d'être illimité dans tout, on ne serait même plus sur la Terre. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. L'école, être sur la Terre, c'est une école. Et n'importe quelle occasion, dans n'importe quoi, que ce soit à ton travail, avec tes amis, quand tu as l'impression de te faire rejeter ou que quelqu'un semble vouloir t'abandonner, si tu étais juste capable de revenir à ça. L'autre exprime ses limites. C'est déjà beaucoup. Quand quelqu'un te fait de la peine, la même chose. Quand tu vois qu'il y a des comportements de peur,
que tu crois que l'autre, là, il veut une chicane ou qu'il est vraiment sec dans ses paroles, essaye de sentir. Entends et vois que l'autre te dit « Au secours, j'en peux plus, c'est mes limites. » Vous pourriez l'écrire sur le mur pour vous le rappeler. C'est souvent un appel au secours, mais on n'en est pas encore conscient. Et nous aussi, on le fait, on l'est, nous aussi impatients. Hein? On va répondre sèchement, on va faire des choses ou dire des choses, puis après on se dit « Oh, comment ça que j'ai dit ça ou que j'ai fait ça? » Toi aussi, à ce moment-là, tu es en train d'exprimer tes limites. Alors, c'est aussi important de t'accepter toi dans tes limites que tu vas accepter l'autre. Donc, la première chose à faire, ouvrir son cœur, puis on l'ouvre tout au long du processus, voir et accepter les limites. Troisième chose, c'est s'observer. Quand toi, tu te rejettes, tu te critiques, que tu ne t'acceptes pas, ça souffre par en dedans. C'est la même chose que si tu étais en train de critiquer ou de rejeter ou d'abandonner ton enfant. Imagine, vous dites à votre enfant, « Je t'aime pas, t'es-tu vulgaire, t'es pas assez intelligent, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop laid, t'as quelque chose de travers, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, t'es trop ci, trop ça. » Imaginez si vous passez votre temps à dire ça à votre enfant. Comment est-ce qu'il se sentirait? Il aurait le cœur gros. Bien, c'est la même chose quand vous vous faites ça. Alors, vous allez voir en vous observant à quel point vous vous critiquez souvent, que vous ne vous acceptez pas dans vos limites et par le fait même que vous vous rejetez et que vous vous abandonnez. Quatrième point, trouvez-vous des qualités. Parce que vous allez voir à quel point vous avez de la difficulté à vous dire que vous êtes spécial, que vous êtes beau, que vous êtes belle, à quel point vous faites des choses géniales, agréables. Mais selon votre idéal, c'est jamais assez. Avez-vous remarqué qu'on croit qu'il est donc bien important d'être perfectionniste et de tout le temps chercher la perfection? C'est bon de chercher la perfection. Le problème du perfectionniste, c'est que c'est jamais assez parfait. Elle se rejette tout le temps. Donc, on ne veut pas être perfectionniste pour se taper sur la tête puis se rejeter. On doit rechercher la perfection, mais s'accepter quand c'est pas aussi parfait qu'on voudrait. Alors, trouve-toi des qualités. À tous les jours, fais-toi des compliments. Le numéro 5, communiquer. Alors, accepte-toi dans ce que tu découvres sur toi. Mais pour savoir si on s'accepte véritablement, c'est de le communiquer avec les autres. Regarde si tu es capable d'en parler aux autres. Fais juste le dire aux gens qui sont souvent avec toi à tous les jours. Hey, ça se peut que j'aie des comportements bizarres, parfois. Je viens de découvrir que je ne m'aime pas, puis que je me rejette. Et c'est vrai que parfois c'est bizarre, nos comportements, quand on se rejette. Pour les autres personnes, une personne qui a très peur du rejet, on se dit, mais comment ça qu'elle fait des choses comme ça? Comment ça qu'elle dit des choses? Elle le sait que ça va enrager tout le monde en faisant ça. On trouve ça bizarre, difficile à comprendre, quelqu'un qui a des comportements avec la peur du rejet ou de l'abandon. Alors, dites-le aux autres, communiquez ce que vous vivez. Hey, je viens de découvrir, j'ai peur d'être rejetée parce que moi, là, je me pense vraiment pas bonne, pas bon, pas correct, je me pense rejetable. Alors, si quelqu'un vous arrivait et vous disait cela, est-ce que vous auriez le goût d'avoir plus de tolérance envers la personne? Automatiquement, là, on se dirait, hey, wow, ça prend du courage pour dire ça. Puis on aurait plus de respect pour l'autre. Puis ensuite, on verrait que la personne a fait encore quelque chose de bizarre, puis là, on comprendrait qu'est-ce qui se passe. On saurait qu'elle est dans sa part. C'est ça aussi, ouvrir son cœur. On développe la compassion pour soi et pour l'autre. Quand on peut sentir la peur de l'autre, on se dit « Oh, qu'elle doit avoir peur, la personne. C'est pour ça qu'elle m'a répondu d'une façon sèche ou d'une façon que je ne comprends pas. C'est juste sa peur. » Aussitôt que tu es en contact avec la peur de l'autre, ton cœur s'ouvre. C'est pas la même chose. Tu vis plus d'émotions. Tu n'as pas l'impression que tu lui en veux. Tu n'as pas le goût d'y répondre de la même manière qu'elle t'a parlé. Tu ne veux pas commencer une dispute. Tu ne veux pas te venger. Alors, communiquez plus. Ça, c'est vraiment un secret là, qu'on ne dira jamais assez.
plus il y a de communication, plus vous dites ce que vous vivez à votre partenaire de vie, vos enfants, les gens autour de vous, les gens que vous aimez, dites-le ce que vous vivez. Plus vous allez le faire, plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez vous sentir libéré, plus ça va vous faire du bien et plus ça va vous permettre des compréhensions au niveau du cœur. 6e chose à faire, le pardon. Faites du pardon. Parce que sinon, vous allez finir par vivre de la rancune ou de la haine. Le pardon, c'est de soi à soi. Je me pardonne d'avoir cru que j'étais rejetable ou abandonnable. Je me pardonne d'avoir cru qu'on ne m'aimait pas. Je me pardonne d'avoir cru qu'on ne voulait pas de moi. Je me pardonne de tous les comportements que j'ai adoptés au fil du temps à cause de ces peurs que j'ai nourries jusqu'à maintenant. Je me pardonne d'avoir nourri ces peurs. Nous avons fait une conférence qui est sur la chaîne YouTube présentement. Élise va nous mettre le lien dans le conversé. Ça s'appelle « Le pouvoir du pardon 2.0 ». Allez l'écouter. C'est Marc-André Risque, notre autre formateur, qui fait cette conférence-là. Alors, tu peux nous mettre ça dans le conversé, Élise, s'il te plaît, là, la conférence sur le pardon. 7e point. Changez vos croyances. Changez vos croyances. Étant jeune, c'était OK de croire à ça, mais vous n'en avez plus besoin maintenant. Elle n'est pas bonne pour vous, cette croyance-là, que vous êtes rejetable, abandonnable. Vous voulez être heureux, heureuse. Et cette croyance-là vous amène complètement à l'opposé de ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça vous donne de la garder? Vous allez vous apercevoir que tout ce qui vous arrive présentement dans la vie vient de vos croyances. Vous avez commencé à croire quelque chose, c'est supposé d'être ainsi et d'aller dans cette direction-là. Il est grand temps de réviser nos croyances. Les croyances qu'on a eues jusqu'à maintenant sont souvent peu bonnes pour nous. Et souvent, elles ont été, on les a acceptées de d'autres personnes. On a accepté des autres qui ont eu de l'influence sur nous quand on était plus jeune. Et il y a beaucoup de ces croyances-là, quand vous allez prendre le temps de vous arrêter, vous allez être capable de dire, hey, sais-tu, j'en ai plus besoin. J'en ai eu besoin, mais aujourd'hui, non, j'en ai plus besoin. Je veux commencer à croire à autre chose. Imaginez, là, faites un parallèle avec, vous voulez changer de garde-robe. Ça vous tente de vous acheter des nouveaux vêtements, bien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il faut commencer par vider le garde-robe. Donc, vous voulez avoir des nouvelles croyances, commencez par vider les croyances que vous avez. Et là, vous allez pouvoir aller vous acheter toutes les belles robes que vous voulez, tous les beaux complets vestons que vous voulez. C'est la même chose avec les croyances. Qui dit que vous devez les garder toute votre vie, ces croyances-là? C'est des croyances que vous aviez quand vous étiez tout petit. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les vêtements que vous portiez à cette époque-là, est-ce qu'ils vous font encore? Non. Il est temps de les remplacer, ces croyances-là, tout comme on a remplacé nos vêtements. Plus vous avez de la difficulté à constater que vos croyances ne sont peut-être pas les bonnes, bien ça peut vous indiquer votre peur du rejet. Je vous rappelle, le rejet, dans ses comportements, il n'aime pas ça avoir des conseils. Alors, si quelqu'un vous arrive avec des nouvelles idées, vous voyez résister ou vous vous sentez sur la défensive, c'est encore la peur du rejet là, qui vient d'arriver. Restez ouvert, ouvrez le cœur. Dites-vous, je vais regarder ça. Soyez moins fermé, plus flexible. 8e point, regardez votre miroir. Peut-être que certains d'entre vous, puis c'était mon cas quand je la préparais, la conférence, j'arrêtais pas de voir mon conjoint à travers tous les exemples que j'avais. Je me disais, mon Dieu, mais c'est mon conjoint, ça. Peut-être que c'est ça que vous vous dites depuis tantôt. Tout ce que j'ai énuméré, vous vous dites, mais c'est mon conjoint, ou c'est mon enfant, ou c'est mon parent, c'est ma collègue. Mais n'oubliez pas, on marie toujours notre miroir. L'extérieur est un reflet de notre intérieur. Si vous pensez que c'est l'autre qui a la peur du rejet, qui a des comportements qui ressemblent à la peur du rejet ou à la peur de l'abandon, ce serait important de vous regarder. Toi aussi, regardez-vous d'une autre façon. Peut-être que vous, ce n'est pas aussi apparent, c'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être pas à la même place, mais c'est là, c'est sûr, si vous le voyez chez l'autre.
Alors, peut-être que vous, c'est au travail, peut-être que l'autre, c'est à la maison ou inversement. Ce n'est pas nécessairement exprimé de la même façon. Ça se peut qu'un ait plus la peur du rejet, l'autre ait plus la peur de l'abandon. Mais il y a tout le temps quelque chose qui vous a lié ensemble et ça serait important de le regarder. Et en terminant, soyez moins exigeant envers vous-même. Donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'espace, puis acceptez vos limites. Donnez-vous du temps, ça fait combien d'années que vous marchez dans le chemin de cette peur-là? Ça ne se réglera pas du jour au lendemain, là. Donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'espace, acceptez vos limites et vous allez voir tranquillement. Vous allez être capable de le faire face à ces peurs-là avec plus d'amour pour vous et plus d'amour pour les autres. C'est ce qui met fin à la conférence. Je vous remercie beaucoup. Là, maintenant, c'est la période de questions. Alors, pendant que vous allez préparer vos questions, moi, je vais vous mettre dans le conversé parce que j'imagine que vous n'avez pas noté tous les points que je vous ai mentionnés. Donc, je vais juste les mettre au conversé, hein, les différentes solutions. Alors voilà, ouvrez votre cœur, voyez et acceptez les limites, observez-vous, trouvez-vous des qualités, communiquez, pardonnez-vous, donnez-vous des qualités, 2 fois plutôt qu'une, et faites le miroir. Plusieurs fois, hein, on a besoin de reprendre et de refaire et de refaire et de refaire. Ça prend du temps de changer des habitudes que l'on a, mais c'est possible. Alors, Élise, c'est toi qui vas ouvrir ton micro, puis tu vas me donner les questions des gens, puis je vais tenter d'y répondre au mieux. Est-ce que le fait de faire beaucoup d'actions en même temps est en lien au rejet? Ce serait un comportement en lien au rejet? Ça pourrait être un comportement en lien avec le rejet si la personne le fait pour être dans le perfectionnisme, parce qu'elle se sent tellement moindre que les autres qu'elle a l'impression qu'il faut toujours qu'elle en fasse plus. Donc, elle est beaucoup, beaucoup dans l'action. Ça pourrait. Est-ce que la trahison est un reflet du rejet? Oui, oui, définitivement. Derrière toutes les blessures de l'âme. Vous savez, Lise, elle a écrit un autre livre, on a fait un atelier là-dessus, les 5 blessures de l'âme. Et derrière toutes les blessures, il y a une blessure ultime qui est la blessure du rejet, qui est associée beaucoup à cette peur-là du rejet que je vous ai partagée. Donc, derrière à peu près n'importe quel comportement que vous pouvez observer de vous, il y a probablement la peur de l'abandon et la peur du rejet qui est là. Est-ce que la personne qui vit du rejet va plus facilement initier une rupture pour ne pas la subir elle-même? Oui, Pour ne pas subir. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Elle pourrait plus facilement initier parce qu'elle est convaincue qu'on ne peut pas l'aimer. Donc, souvent, elle va rejeter, puis par le fait même, ben, elle est rejetée. Est-ce que tu aurais des informations sur la fibromyalgie? Pas Sur particulièrement. les liens par rapport à tout ce que tu as dit, par rapport au Non, comportement? malheureusement, je n'ai pas de lien particulier avec la peur du rejet. Moi, je vous invite les liens qu'on a mis là, soit sur le livre Aime-toi. À la fin de ce livre-là, il y a un décodage complet pour aller faire le lien justement. Et vous avez aussi sur la page, tu pourras peut-être nous mettre le lien tout à l'heure, Élise, sur la page, sur le site Internet de l'école Écoute ton corps, vous avez un onglet qui est dans les références, des outils pour vous aider. Et Marc-André Risque a fait une vidéo. Et dans cette vidéo-là, vous avez toutes les étapes pour aller décoder le malaise ou la maladie que vous avez. Donc, la personne qui a écrit la question sur la fibro va faire cette démarche-là. Et puis, il y a aussi des consultants à l'école Écoute ton corps qui peuvent vous aider à découvrir, vous faire un décodage malaise-maladie. Alors, peux-tu élaborer sur ouvrir son cœur? On fait comment? Ah. Ben, de tout ce que j'ai mentionné par après, hein, quand tu es capable de dire
de te donner le droit d'être un être humain, premièrement, de dire, OK, je suis un être humain, je suis venu faire des expériences sur la planète. Donc, je suis en train d'ouvrir mon cœur pour moi-même. Ouvrir son cœur, c'est se donner le droit à l'erreur, c'est se donner le droit d'avoir des limites. Ouvrir son cœur, c'est de constater qu'on a des peurs, puis on en a tous. Tous les êtres humains sur la planète ont des peurs. C'est ça, ouvrir son cœur. C'est de dire, ben oui, j'ai des peurs. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne parce que j'ai des peurs. Ouvrir son cœur, c'est accepter ce qui est là, donc les peurs du moment, même si on n'est pas d'accord d'avoir ces peurs-là. C'est ça, ouvrir son cœur. Et là, je pourrais te faire une conférence juste là-dessus, je pense, ouvrir son cœur. Il y en aurait beaucoup à dire. Ça serait chouette s'il suffisait juste d'appuyer sur un petit bouton, tu sais, tuc. Ah oui, oui, mais on peut le faire, symboliquement, on peut le faire. Hein. Moi, quand je vis quelque chose de très gros, là, j'ai une tendance à mettre mes mains sur mon cœur, à fermer mes yeux, puis à aller me donner de l'amour, à me dire, à donner de l'amour à la petite fille qui est à l'intérieur de moi, la petite Nathalie, qui, elle, a cru tout ça parce qu'elle n'avait pas la capacité de réfléchir comme je l'ai, moi, aujourd'hui. Elle n'avait pas la capacité de prendre le recul. Elle était juste dans un gros tourbillon émotif. Donc, quand j'ouvre mon cœur, c'est ça aussi que je fais. Je me donne le droit de dire, oh, pauvre petit chou d'amour, ça t'a fait peur, telle chose, ou tu as eu de la peine, ou tu as eu, ah, tu vois, tu étais dans ta limite, tu ne pouvais pas faire mieux. Un enfant n'a pas les mots pour le dire. Il est dans une limite hein, au niveau du vocabulaire. Quand on vous demande, des fois, on fait un décodage avec des gens, puis on dit, comment tu te sens? Même là, cette question-là, on est dans une limite, on manque de vocabulaire pour aller dire comment on se sent. Ça s'apprend tout ça. Je te laisse continuer avec les questions. Alors, quand on est dans un début de relation, est-ce que c'est pas trop tôt pour tout se dire? Est-ce que, est-ce que ça fait pas, bah oui, ça laisse pas place à beaucoup de peur? Au contraire, parce que dans un début de relation, en partant déjà, on a un petit peu plus le cœur ouvert à l'autre, hein, on a envie de le connaître, on a envie de se découvrir. Mais encore là, tout dépend du genre de relation que tu veux. Veux-tu une relation superficielle ou une relation intime? Si tu veux une relation intime, parle et communique. Et tu parles de toi. Si tu ne le fais pas, à un moment donné, tu vas voir que les peurs vont prendre le dessus de part et d'autre. Et là, ben, tu vas passer d'une relation à l'autre. Mais la vie est généreuse, elle va te ramener d'autres partenaires, puis tu vas pouvoir t'expérimenter. Et si c'est trop difficile dans une relation de couple pour débuter, commence avec des gens vers qui tu as vraiment très confiance, des amis proches, euh, des fois des membres de ta famille, avec qui tu te sens plus confortable pour partager ces choses-là. Pratique-toi devant le miroir aussi. Mhm. Tu peux le faire avec toi. Alors, dans le processus que tu nous as déroulé pendant la conférence, est-ce que c'est nécessaire de penser ce qu'on se dit? Par exemple, si on se fait des compliments, mais on n'est pas nécessairement, on se dit, tiens, on va se dire des compliments, on est devant le miroir, on va se dire des compliments, mais si on n'y croit pas vraiment soi-même. Oui, bien au début, là, ceux qui ont la grande peur du rejet, ils ne se croiront pas, là. Ils vont le faire, mais ça prend un certain temps avant de commencer à y croire et commencer avec des compliments, commencer avec des compliments que vous allez tranquillement être capable d'assimiler puis d'intégrer. Ça peut être des talents que vous vous reconnaissez parce que la personne qui est dans la blessure, pas dans la blessure, mais dans la peur d'être rejetée, elle ne se reconnaît pas non plus dans ses talents. Donc, ça peut être un début de commencer à se reconnaître dans ses talents. De dire, ah ben moi, je suis bonne en pâtisserie. Au lieu de se rejeter puis d'être tout le temps en train de dire, ah, c'est trop sec, c'est pas assez salé, pas assez sucré, c'est pas assez gonflé, pas ci, pas ça. Au lieu de juste voir tout le temps la petite bébite, ben, de commencer à voir qu'est-ce qui est appréciable. Même chose avec le corps physique. Hein. Des fois, on n'aime pas notre corps physique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous là, qui sont en amour avec leur corps physique, mais moi, je connais beaucoup de gens qui ne le sont pas. Ben, trouvez une partie de votre corps que vous trouvez belle. Là. Ça peut être votre nez, vos yeux, vos fesses, vos pieds, qu'importe. Trouvez-en une que vous aimez, là, puis commencez à la complimenter, cette partie-là. C'est pas important de la manière dont vous allez commencer, mais commencez. Puis doucement, ouvrez votre cœur à ce compliment-là. Puis si vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, faites-le au petit enfant qui est à l'intérieur de vous. Voyez, prenez-vous une photo,
Puis faites un compliment à cet enfant-là. C'est à vous que vous allez le faire par le fait même. Puis votre âme, c'est ça qu'elle veut. Elle veut vivre dans l'amour. Perdez pas ça de vue. Alors, il y a une personne qui dit, vous dites s'aimer, c'est accepter ses limites et Oui. l'amour inconditionnel. Mhm. Point d'interrogation. Mais quelle est la question? Là? La personne qui a écrit ça là, complète ta Elle question. aimerait en savoir plus sur l'amour inconditionnel. Quel est le D'accord. lien peut-être avec les limites? OK. Donc, il y a deux façons d'aimer. Ça, vous voyez très bien ça dans l'atelier Être bien. On l'explique très, très, très bien. Il y a deux manières d'aimer. On aime soit avec peur ou on aime d'une manière inconditionnelle. La majorité du temps, quand on est dans la peur, on aime avec peur. Donc, c'est une manière qui est emprisonnante, cette manière-là d'aimer. Ce qu'on veut apprendre, c'est de s'aimer inconditionnellement. Alors, s'aimer inconditionnellement, c'est se donner le droit d'être un être humain. Un être humain, là, ça a des désirs, des besoins, ça a des peurs, bien sûr, ça a aussi des idées, des opinions, ça va avoir des blessures, ça va avoir toutes sortes de choses, un être humain, là, hein, toutes sortes de caractéristiques qui sont propres à lui, qui sont différentes des autres. Donc, c'est se donner le droit d'être un être humain. Parfois, on a des qualités, parfois, on a des défauts. Ça fait partie aussi d'être un être humain. Puis c'est ça de l'amour inconditionnel. C'est se donner le droit. Je suis sur la planète Terre là, pour me donner le droit de tout ça. L'amour inconditionnel, c'est aussi de commencer à prendre des ententes avec les autres, avec soi-même, au lieu de juste être dans l'attente comme les perfectionnistes peuvent l'être régulièrement. Donc, de commencer à prendre des ententes. Être dans l'amour inconditionnel, c'est aussi se donner le droit d'avoir des limites. Ça, on le dit, là, toutes sortes de limites. Hein. Ça peut être des limites mentales. Vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne comprenez pas un concept. Vous avez de la misère à aller de l'avant dans un projet. Ça peut être des limites émotionnelles. Hein. Ça vous dépasse. Ça peut être une limite physique. Moi, je ne suis pas capable de lever 200 kilos. C'est trop lourd pour moi. C'est une limite que j'ai. Est-ce que je peux m'aimer quand même si j'ai cette limite-là? Est-ce que je peux m'aimer quand même si j'ai peut-être ce défaut-là? Est-ce que je peux m'aimer quand même si j'ai ce nez-là ou ces yeux-là? C'est tout ça, l'amour inconditionnel. Et de l'amour inconditionnel, c'est être capable de constater tout ça, s'observer, s'accepter, même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend pas que c'est là, même si on ne se souvient pas d'où ça vient. C'est tout ça, l'amour inconditionnel. C'est aussi savoir qu'on a la possibilité, les humains, de créer notre vie à chaque moment, à chaque instant. Hein? On la crée, notre vie, présentement, mais est-ce qu'on crée ce qu'on veut? Ou si on crée ce qu'on ne veut pas parce qu'on est basé dans les peurs? Souvent, on crée ce qu'on ne veut pas. On est en train de créer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On crée. Puis on assume les conséquences en plus de ce qu'on est en train de créer. Donc, d'autant plus important de commencer à créer ce qu'on veut à travers cet amour-là, puis cette ouverture du cœur-là. Grande réponse. Merci. Est-ce que le cancer peut être une conséquence du rejet? Oui, définitivement. Il y a Lise qui a écrit un livre par rapport à ça, c'est Le cancer, un livre qui donne de l'espoir, et elle associe le cancer directement avec la blessure de rejet, donc toute la peur d'être rejeté, toute la partie rejetante à l'intérieur de nous. Oui, définitivement. Puis encore une fois, vous pouvez faire le décodage malaise maladie associé avec le cancer, dépendant de l'endroit où il est dans votre corps, va vous donner un message spécifique. Quoi d'autre? La blessure de rejet ne se ressent-elle pas plus intensément avec le même sexe et l'abandon avec le sexe opposé? La blessure de rejet, elle se ressent intensément partout en tout temps parce que ça commence avec soi-même. À l'origine, c'est soi-même qu'on va se rejeter soi. Donc, qu'importe dans quelle situation on va être, avec qui, on peut se sentir rejeté n'importe quand. Alors, c'est une personne qui travaille avec des enfants de 3 à 5 ans et elle demande comment réagir quand un enfant attire l'attention avec des bêtises répétitives. Ben, moi, tu vois, j'ai travaillé pendant plus de 32 ans en service éducatif à l'enfance. J'ai accompagné, j'étais directrice dans les derniers temps, j'accompagnais les éducatrices. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est toujours 3 étapes: prise de conscience, acceptation, responsabilité.
prendre conscience, aider l'enfant à prendre conscience que s'il fait des bêtises parce qu'il a besoin d'attention. Donc, cet enfant-là, qui a 3 ans, il ne sait pas qu'il a un besoin. Il le ressent dans son corps, mais mentalement, il ne sait pas c'est lequel son besoin. Donc, c'est de l'aider, cet enfant-là, à mettre des mots sur des besoins. Comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis, de quoi tu as besoin. L'enfant qui fait des bêtises, c'est tout le temps parce qu'il y a un besoin qui est non comblé ou un désir qui est non comblé. Il a besoin de quelque chose. Peut-être qu'il a besoin de se reposer, peut-être qu'il a besoin de parler, il a peut-être besoin de rire, il a peut-être besoin de bouger, il a peut-être besoin de manger, il a peut-être besoin de boire de l'eau. On ne le sait pas. La personne qui travaille avec des enfants, ou si vous, vous êtes parent, vous avez des enfants, on va prendre conscience, mettre en lumière, c'est quoi le besoin qui est là? Et c'est quoi la peur qui est là? Tu vois, tu as peur qu'on ne s'occupe pas de toi, mon petit. Et est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux accepter d'avoir cette peur-là? Est-ce que tu peux accepter d'avoir ce besoin-là? Et à partir de maintenant, troisième étape, la responsabilité, c'est comment tu peux faire pour répondre, toi, même si tu as 3 ans, là, comment est-ce qu'on peut faire ensemble là, pour t'aider à ce que tu répondes à ce besoin-là, que tu viennes accueillir cette peur-là. Et c'est possible, il y a toutes sortes de moyens là, pour ce faire, même à 3 ans. Comment faire la différence avec l'intuition de ne pas connaître une conquête et développer une relation et la peur qu'il ne m'aime pas pour moi? Est-ce que tu peux me relire la question, juste que je la... Comment faire la différence avec l'intuition de ne pas connaître une conquête, développer une relation et la peur qu'il ne m'aime pas pour moi, qu'il ne soit pas la personne pour moi? Je l'ai relu plusieurs fois aussi, j'ai du mal à... Si jamais tu veux préciser un peu ta question, parce que... Ben, écoute, l'intuition de connaître la conquête, là, ça m'embête vraiment beaucoup. La deuxième partie de la question, tu la relis, s'il te plaît? Alors, Vous, là, je suis dans présentement, là, je suis dans une limite d'être humain de compréhension. J'ai 2 choix. Soit je me tape sur la tête, parce que là, je suis une conférencière, je devrais tout comprendre, là, franchement. Je pourrais me rejeter, hein, être dans cette peur-là du rejet, ou que là, vous me rejetiez, que vous sortiez de la connexion puis vous partiez. Je pourrais être là-dedans, là. Mais là, c'est pas ça que je fais. Là, je constate ma limite, j'accueille puis j'accepte ma limite de ne pas comprendre, puis là, je la fais répéter. Puis peut-être que je la comprendrai même pas, la question. Vas-y avec la deuxième partie. Merci. Développer une relation. Alors, j'imagine que c'est... Alors, comment faire la différence avec l'intuition de ne pas connaître une conquête, développer une relation, et la peur qu'il ne m'aime pas pour moi, qu'il ne soit pas la personne pour moi? OK. Ben écoute, je n'ai pas de précision. Je vais y aller avec ce qui montre présentement, la peur qui ne soit pas pour moi. En fait, tout est une expérience dans la vie. C'est peut-être mieux d'essayer avec une personne sans trop savoir est-ce que c'est la bonne personne, parce que ça, on ne le sait jamais tant il y a aussi longtemps qu'on n'est pas dans l'expérience. Peut-être qu'on est mieux d'expérimenter, justement, et d'être observateur à travers la relation. Mettre en place les différentes actions que je vous ai proposées, observer, est-ce que quand je suis dans la relation avec l'autre, est-ce que je suis dans ma peur d'être rejetée? Est-ce que je me rejette? Toute relation, en fait, peut nous aider à se découvrir. Alors, est-ce que je suis dans la peur d'être abandonnée? Est-ce que je suis tout le temps en train d'y envoyer des textos puis je voudrais donc bien qu'ils me répondent? Donc là, utiliser la relation, que ce soit la relation avec un grand R ou peut-être une relation parmi tant d'autres, vous êtes mieux d'expérimenter, d'utiliser ça pour vous observer et développer davantage d'amour pour vous. Et c'est au fur et à mesure que vous allez expérimenter, que vous allez pouvoir vous observer, que vous allez découvrir les peurs qui vous habitent, que là, vous allez pouvoir commencer à y faire face. Parce que c'est ça le but, prendre conscience des peurs qu'on a et tranquillement faire face à ces différentes peurs-là. Donc, si, exemple, je suis dans une relation, je ne sais pas si c'est mon cœur qui m'a amené dans la relation ou si c'est l'ego qui m'a amené dans la relation. Je ne le sais pas. Ce n'est pas important à la limite. Observe quand je suis dedans.
Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai des comportements dans ce sens-là? Si oui, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis capable de voir que je suis dans ma limite? Est-ce que je suis capable de voir la limite de l'autre? Est-ce que je suis capable d'avoir de la compassion? Est-ce que je suis capable d'ouvrir mon cœur, d'avoir plus d'amour pour moi? Est-ce que je suis capable de communiquer? Tout ce que je vous ai mentionné depuis tantôt. Voilà. Ça répond. C'était pas facile, celle-là. Quand nos parents ont eux-mêmes ces blessures de rejet et d'abandon, est-ce qu'on la reçoit en tant qu'enfant? Ben, en fait, chaque être humain vient au monde avec son propre plan de vie. Et vous allez choisir des parents en fonction que vous avez quelque chose à grandir avec ces parents-là. Et parfois, c'est des situations vraiment plus pénibles que d'autres, mais c'est pas à cause de ton parent si tu développes la peur du rejet ou la blessure de rejet. C'est pas à cause de ton parent. Ça va être éveillé par ton parent parce que lui-même n'a pas mis de l'amour à l'intérieur de lui par rapport à ces comportements-là ou ces peurs-là. Ce n'est pas à cause de l'autre, c'est juste éveillé par l'autre. Et tout au long de la vie, c'est comme ça. On a encore du temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y en a encore? Alors, je mettrai le lien tout à l'heure, parce qu'on me demande le lien pour la procédure de décodage malaise-maladie. Je le mettrai tout à l'heure pour la personne qui le souhaite. Alors. Et vous en avez des bonnes, des questions? C'est un challenge, de répondre à toutes ces questions-là. Après, c'est aussi un challenge de les comprendre. Lis-les nickel, puis on va composer avec. Alors, relation à 3 amis toujours difficile. Critique, est-ce que c'est une peur d'être abandonné? Comment faire? Relation avec des amis, ça à peut 3 être amis. À 3 amis, ça peut être autant la peur de l'abandon que la peur du rejet, d'être rejeté. Là, il y a le mot critique qui est arrivé. Le mot critique, est-ce que tu te critiques toi? Si oui, c'est plus la peur d'être rejeté. Et si tu critiques l'autre, ben, c'est probablement plus la peur d'être abandonné. Pour ne pas me sentir rejetée ou abandonnée lors d'un entretien d'embauche par un futur recruteur, comment m'affranchir sans être trop bloquée? Ben, en fait, si vous êtes en entretien d'embauche et là, vous ressentez la peur qui monte. En fait, c'est pas si, c'est quand. Quand la peur va monter, c'est d'observer que la peur est en train de monter, puis au lieu de juste la rejeter encore plus, donc de vous rejeter puis de perdre le contrôle puis de perdre pied pendant la rencontre, faites juste être observateur de ce qui se passe en vous, puis prenez le temps de l'accueillir, ce qui est là. Parlez à cette partie-là qui a peur. C'est un petit enfant à l'intérieur de vous qui a peur. Dites-y, oui, c'est vrai que tu as peur, je vais m'occuper de toi tantôt, je vais faire mon entretien d'embauche, puis après ça, je vais aller m'occuper de cette peur-là qui est montée. Mais rejetez pas la peur, hein? Elle est là de toute façon. On fait juste l'accueillir, on en prend soin, puis on continue notre entretien du mieux qu'on peut. Parce que si tu cherches à te contrôler, tu vas perdre le contrôle à un moment donné, puis tu risques de paniquer, il va se passer n'importe quoi, puis tu vas sortir de ton entretien d'embauche en te rejetant, puis en étant fâché de toi, puis en ayant aussi peut-être la peur d'être abandonné. Tu risques de vivre les deux puis de te sentir seul. Est-ce que les peurs sont héréditaires si on ne les accepte pas, si on n'en a pas conscience? C'est pas tellement héréditaire, hein, d'un enfant ou du parent vers l'enfant. C'est plutôt qu'on développe les mêmes croyances parent-enfant, ce qui fait qu'on se retrouve avec les mêmes peurs. Donc, par le fait même avec les mêmes maladies. C'est pour ça qu'on parle parfois de maladies héréditaires. Toute maladie, c'est un blocage d'énergie. Donc, si c'est un blocage d'énergie, c'est qu'on bloque quelque chose à l'intérieur de soi à cause d'une croyance qui est commune. Souvent, on va avoir dans une même famille les mêmes types de croyances, les mêmes types de peurs. Donc, on ne dira pas qu'une peur est héréditaire parce que l'hérédité comme telle n'est pas réelle. C'est une illusion causée par notre ego qui lui,
ou elle, dépendant si c'est féminin ou masculin pour vous l'ego, va nous faire croire différentes choses. Et dans une famille, souvent, on croit les mêmes choses. Donc, il n'y a Quand pas de tu, danger de transmettre la peur à nos enfants. Nos enfants vont vivre la peur si ça fait partie de leur plan de vie, si c'est ça qu'eux ont décidé de venir régler, et c'est probablement pour ça qu'ils vous ont choisi comme parents à ce moment-là. Quand une mère ne reconnaît pas un inceste entre un frère et une sœur lors de la révélation du secret, est-ce que ça peut être vécu comme un rejet ou un abandon? Ça peut être vécu comme les deux, hein, ça dépend comment ça va avoir été fait, mais ça peut être les deux peurs qui peuvent s'éveiller, puis le grand sentiment de solitude aussi, de se sentir seul énormément là-dedans. Donc, ça peut être l'une ou l'autre, ça va dépendre. Ça, c'est vraiment du cas par cas là, dans des situations comme ça. Comment savoir si on fait des gaffes ou des comportements bizarres? Ah, ben tu vas le voir, hein, tu vas te juger, tu vas te critiquer à la suite, ou les gens vont te juger ou te critiquer, ou ils vont rouler les yeux, ou ils vont te faire une remarque acerbe. Donc, tu vas t'en rendre compte. Alors, si une maman n'accepte pas le sexe de l'enfant, est-ce que cela pourrait être une conséquence sur les comportements des garçons qui sont efféminés et des filles qui sont masculines? Ça pourrait. Ça peut être, comme je le mentionnais tantôt, une maman, exemple, qui est enceinte, qui aurait voulu un garçon, mais finalement, elle a une fille. Si le bébé fille qui est dans son ventre a cru à ce moment-là qu'elle était rejetée, qu'elle n'était pas aimable d'être une fille, qu'elle n'aurait pas dû être une fille, si c'est ce qu'elle a cru, oui, ça peut arriver qu'elle va se comporter comme un garçon parce qu'elle elle va faire des pirouettes pour être aimée, pour ne pas se sentir rejetée. Donc, oui, ça peut, mais pas nécessairement. Hein, c'est pas une règle absolue, là. Quand on a été rejeté, abandonné, que les blessures sont profondes, comment arriver à pardonner? En écoutant la Ah, conférence c'est 2.0. c'est ça. Mais en fait, c'est à soi-même qu'on pardonne. Hein. On va Ça aussi, c'est une chose que vous allez voir dans l'atelier Être bien, là, sur le jour 2. On va voir qu'on se réconcilie avec l'autre. On arrive à se réconcilier avec l'autre, mais on ne pardonne pas à l'autre. Le pardon, c'est avec soi-même, c'est de soi à soi. On va se pardonner d'avoir cru que l'on est inaimable, que l'on est rejetable, que l'on n'est pas bon, que l'on n'est pas bonne, qu'on vaut rien. Hein. On va se pardonner à soi d'avoir cru puis d'avoir entretenu cette croyance-là. Le pardon, là, c'est vraiment avec soi-même. Et avec l'autre, c'est la réconciliation. Je vois l'heure. On va prendre une dernière question. Quand on souhaite avoir un enfant seul, est-ce que cela réveillera une blessure d'abandon ou de rejet chez l'enfant ou une autre blessure? Pas nécessairement, ça va dépendre de son plan de vie. Cet enfant-là vous a choisi en tant que parent seul, mais il y a quand même un autre parent. Tu sais, ça prend quand même des ovaires puis des spermatozoïdes, là. Donc, on a besoin quand même de 2 éléments, 2 ingrédients jusqu'à maintenant pour faire le bébé. Donc, l'enfant qui vient expérimenter ça dans son plan de vie, vivre avec juste un parent ou des fois des parents du même sexe, ça peut être ça aussi, ou pas de parents du tout, il ne va pas nécessairement développer la peur d'être rejeté ou la peur d'être abandonné. Ça dépend vraiment de son plan de vie, qu'est-ce qui est venu travailler présentement. Alors, merci Élise d'avoir pris. J'ai peut-être pas répondu à toutes les questions. Vous m'envoyez désolée. Mais de toute façon, il va y avoir plein d'autres conférences. Il y en a tout le temps plein. Vous pouvez aussi, quand la conférence qui est là, elle va être reportée sur la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Tu peux nous mettre le lien, Élise, si tu veux, dans le conversé, et le décodage malaise-maladie. Donc, ça va être déposé dans la chaîne YouTube d'Écoute ton corps. Vous allez voir dans la chaîne YouTube, il y a plein de conférences. Alors, vous pouvez écouter différentes conférences pour vous amener un peu plus loin.
À la conférence actuelle, donc sur le rejet, l'abandon, solitude, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, il y a un espace pour mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc aller porter vos commentaires. Moi, je vous invite, quand vous irez la regarder sur la chaîne YouTube, si vous avez aimé ça, mettez-nous donc un petit pouce en l'air, partagez-la, la conférence, si vous pensez qu'il y a des gens à qui ça ferait du bien. Toutes les conférences, de toute façon, que vous regardez, si vous les aimez, mettez votre petit pouce en l'air. C'est super le fun de voir ça, c'est encourageant. Et puis, je voudrais remercier vraiment Élise d'avoir géré ça, l'arrière-scène, d'avoir tout géré ça, d'avoir pris toutes les questions. Merci tout le monde de votre présence, de votre participation. C'est un honneur pour moi d'être avec vous, un grand plaisir. Et j'espère que je vais vous revoir très bientôt. Je vous embrasse et bon amour pour vous. Ouvrez votre cœur. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt.